Il y a le monde du luxe et il y a le monde de l'ultra-luxe. Quand vous achetez un sac à 30 000 euros, vous appartenez à une élite où les très très riches se déplacent en hélicoptère et ça c'est aussi la normalité pour aller faire des achats. C'est des cuirs de crocodile, d'autruche, de lézard, de python. J'ai l'impression que Giorgia Meloni et Emmanuel Macron ne s'aiment pas trop. Il y a une sorte de rivalité, il y a un peu aussi de hargne. La Chine restera le moteur principal du luxe mondial. L'hégémonie de l'Europe est peut-être un danger. Si vous deviez décerner un prix de diplomatie par l'élégance, à quel dirigeant, première dame ou premier conjoint irait-il aujourd'hui? Alors, Si la géopolitique ne vous intéresse pas, la géopolitique, elle, s'intéresse à vous. Et qui mieux que mon invité de ce jour pour nous y intéresser, car elle est correspondante à Paris pour le célèbre magazine italien Grazia. Elle collabore avec les chaînes TV du groupe Mediaset en Italie et également pour Arte. Et Dulcis in Fundo, vous me direz si je le prononce bien. tout à fait. Donc, last but not least, comme on dit en italien, elle est chroniqueuse pour le média Luxury Tribune. Merci Eva Morletto d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Phil. Alors, ce qui est intéressant quand on a préparé cette interview, c'est que vous m'avez dit on peut associer le luxe avec la géopolitique, alors que moi, pour l'ensemble des interviews que je fais, et puis ce qu'on lit de la géopolitique, on parle toujours de militaire, de diplomatie, de guerre, etc. Pourquoi et comment associer ces deux mots? Alors, tout naturellement, le luxe et la géopolitique, le luxe, ça peut être, le marché du luxe, un prisme pour regarder la géopolitique. Il y a plusieurs prismes qu'on peut adopter et le luxe, c'en est un. C'est quand même, il réunit des activités des plus différentes. Si vous parlez de luxe, vous parlez des voitures, vous parlez des bijoux, vous parlez des parfums, des beautés, du mode de vie. En fait, le luxe réunit tous ces concepts et toutes ces activités. Donc, forcément, ça peut avoir un impact sur la géopolitique. Et puis, il faut considérer la puissance économique du luxe. Quand vous considérez un groupe comme LVMH, par exemple, et vous voyez qu'il a une capitalisation boursière qui, on va dire, cette année à peu près sur 250 milliards d'euros. En 2023, on a touché des pics de 400 milliards. Alors là, on a quand même une chiffre qui est semblable à celle d'un PIB d'un État moyen. Si vous me prenez le Portugal, si vous me prenez la Finlande, la Grèce, ils ont à peu près cette chiffre-là comme PIB. Donc, vous pensez que le poids de ces mastodontes peut peser effectivement sur la géopolitique et sur les faits internationaux. Alors, quand on pense, encore une fois, alors c'est plein de caricatures que j'ai moi sur le luxe que je connais très mal. Quand on pense au luxe, on pense à ces gens qui portent du luxe ou qui achètent du luxe et qui sont complètement déconnectés du monde, alors que vous suggérez qu'au contraire, le luxe est très intrinsèquement impliqué dans la marche du monde. Vous n'avez pas tort, dans le sens que bien évidemment, le luxe, on peut le regarder comme quelque chose qui propose des objets qui ne sont pas indispensables et qui sont généralement achetés par une élite que bien souvent, oui, ça peut être déconnecté du monde et sur ça, vous avez parfaitement raison. Après, si vous voyez le luxe de l'intérieur, de ce qui sont les entreprises, en effet, au contraire, on peut considérer le luxe un peu comme un baromètre sur l'économie mondiale, dans le sens que ce qui se passe au niveau du luxe, souvent, ça anticipe ce qui se passe dans le reste du monde de l'entrepreneuriat. Par exemple, si vous voyez aujourd'hui, je pose un exemple sur le fait que toutes les entreprises du luxe à peu près veulent fidéliser leur supply chain. La supply chain, donc toute la filière de production, vraiment la production de la matière première jusqu'à la vente d'un certain objet. Maintenant, on est dans ce processus-là. On est aussi dans un processus de diversification. Toutes les entreprises du luxe, vu qu'on est dans une période pas des plus heureux, à cause des tempêtes géopolitiques internationales, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent diversifier leur activité. Donc, on diversifie dans l'immobilier, on diversifie dans certains investissements, etc. Eh bien, tous ces processus-là, fidélisation de la supply chain, diversification, c'est quelque chose qui influence tous les autres aussi sociétés, toutes les autres formes d'entrepreneuriat et que bien souvent, on regarde d'abord ce qui se passe au niveau des entreprises du luxe
pour après s'en inspirer et influencer tout le reste du monde économique. Ça arrive aussi. Et donc, c'est pour ça que je dis ça a pleinement son rôle, quand on parle de géopolitique, de voir aussi ce qui se passe du côté du luxe. Alors, vous parliez de baromètre. Quel est le temps que l'on peut, que l'on peut estimer arriver demain ou dans les 6 mois à venir dans le baromètre du luxe, justement? Alors là, aujourd'hui, le monde du luxe est en crise déjà depuis plusieurs mois, voire des années. Après, il faut voir ce qu'on considère quand on parle de crise. Oui. Alors, On parle de haut, c'est ça que vous voulez dire? oui, alors le monde du luxe avait eu un rebond exceptionnel juste après le Covid, ce qu'on D'accord. appelait Covid Revenge, c'est-à-dire le monde de la consommation s'est roué sur des biens de luxe souvent superflus, etc. Parce qu'il y avait cette soif d'achat, de shopping, juste après la période de sobriété forcée par le Covid. Donc, il y a eu des entreprises qui ont fait des bénéfices géants. Quand je donne un exemple, le groupe Prada en Italie. Le groupe Prada a une marque qui s'appelle Miu Miu et cette marque avait fait des bénéfices qui ont atteint plus de 80%, de chiffre d'affaires, je veux dire, qui a augmenté proportionnellement de plus de 80% jusqu'à l'année dernière, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cet effet de rebond. De rattrapage. Voilà, de rattrapage. Là, depuis 2 ans, il y a eu une stabilisation et il y a eu une baisse qui est aussi influencée par ça, par le fait que les consommations ne peuvent pas accroître de manière exponentielle tous les années, mais aussi effectivement pour tout ce qui se passe au niveau international. Vous avez quand même, on est dans une phase historique, on a quand même plusieurs conflits en cours, que ce soit en Israël, que ce soit le conflit ukrainien qui s'est complètement enlisé, que ce soit aussi des administrations qui posent problème parce qu'ils sont générateurs, on va dire, d'instabilité, comme l'administration américaine en ces moments. Le fait que Trump joue avec ses discours sur les droits de douane, on est d'accord que là, la Cour suprême l'a ralenti, mais quand même, on n'est pas à l'abri qu'il y a encore d'autres décisions qui sont prises là-dessus. Donc, il y a un ralentissement fort de la part de la Chine. Donc, on est sur un contexte de plurifacteurs qui font que le monde du luxe est un peu dans une phase d'instabilité forte et de décroissance. Dans ces phases-là, au niveau mondial, le consommateur, qu'est-ce qu'ils font? Il devient plus prudent. Il devient plus prudent parce que le bien superficiel, c'est celui qui est atteint en premier par la consommation. Est-ce que ça veut dire que quand on aura un horizon plus clair géopolitique, il y aura probablement donc un rebond à attendre dans la consommation de luxe? Oui, mais après, il faut faire aussi une ultérieure distinction. En fait, quand on parle du monde de luxe, il y a 2 mondes. Il y a le monde du luxe et il y a le monde de l'ultra-luxe. Okay. C'est encore différent. C'est encore différent parce que le monde de l'ultra-luxe est moins impacté par ces cycles déterminés par les tempêtes géopolitiques. D'accord. Quand on parle d'ultra-luxe, on parle, je ne sais pas, je peux poser une marque phare qui est Hermès, par exemple. Quand vous achetez un sac à 30 000 euros, vous appartenez à une élite qui peut se permettre ce genre de produit, vous êtes beaucoup moins atteint par les tempêtes qu'il y a dans le monde du travail ou dans le monde de l'entreprise. Ça veut dire que vous pourrez toujours vous permettre ce genre de produit. D'accord. Le segment d'ailleurs, il y a des marques qui investissent, qui essayent d'être dans ces segments-là, qui est beaucoup plus petit que dans le monde du luxe en général. Ça fait partie de l'élite du monde du luxe, parce que c'est un segment qui est beaucoup plus stable. Alors que par exemple, on va dire, on prend d'autres marques qui sont beaucoup plus sensibles aux effets, que ce soit de la géopolitique, que ce soit des marchés en général, et que ce soit surtout des tendances. Parce qu'il faut aussi prendre en considération les tendances qui peuvent être les tendances générationnelles. N'oublions pas que là, on est dans une époque où pour la première fois, on a la génération Z. La génération Z, c'est une génération de natifs digitales. Et c'est peut-être une des premières générations, sinon la première, que c'est elle qui influence ce que les marques de luxe doivent faire. On a inverti les processus, dans le sens qu'avant, si vous voulez, c'était plus la marque du luxe qui proposait des tendances, ou qui décidait d'aller dans certains états pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Quand Armani, dans les années 80, c'était à son apogée, et il a dit, je vais voir ce qui se passe dans d'autres marchés étrangers.
si c'était bien accueilli ou pas. C'était une décision qui venait de l'entreprise. D'accord. Aujourd'hui, vous avez des tendances qui se passent sur les réseaux sociaux, qui se passent chez la nouvelle génération, qui disent nous, on s'intéresse à ça, ou nous, on veut ça. Et la marque s'adapte. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. On est dans le grand lancement de la K-Beauty. La K-Beauty, c'est les marques de beauté coréennes. D'accord. Okay. Ce marché-là est en train d'envahir le marché de la beauté et d'ailleurs de mettre un peu à mal les géants de la beauté européenne ou américaine. D'accord. Parce que c'est des marques très efficaces, très performantes et surtout avec un marketing et une médiatisation très importante. Mais cette tendance-là, le fait que les marques de K-Beauty viennent en Europe, c'est aussi déterminé par le pouvoir qu'il y a cette génération Z de dire finalement ça c'est génial et on veut l'importer chez nous, on veut l'avoir nous aussi. D'accord. Et donc on a l'arrivée de la K-Beauty en France, en Italie et en Europe. Voilà, donc on est face aussi, le monde du luxe, il est aussi perméable et vulnérable à ça. Et je ne parle pas de l'ultra-luxe, je parle juste du luxe. Alors justement, je voulais vous poser l'ultra-luxe par rapport au luxe en général. C'est une question de prix et d'exclusivité. C'est quelle proportion du chiffre qui est généré? Alors, en général, ça peut être même à l'intérieur de la même marque. Vous pouvez avoir des objets iconiques qui appartiennent à l'ultra-luxe et des objets qui ne l'appartiennent pas. Je parlais d'Hermès, par exemple. Vous avez des sacs iconiques comme les Birkin, comme les Kelly, qui sont désormais devenus de valeur refuge. D'accord, ok. Comme de l'or, quoi. Comme de l'or. Et vous savez que ça perdra rarement sa valeur, au contraire, que ça va augmenter dans le temps. Mais est-ce que c'est vrai? J'ai toujours pensé que ce qu'on raconte sur ces objets iconiques, que ce soit des sacs à main ici ou bien des montres, qui puissent être des refuges contre l'inflation, par exemple, et qu'on puisse un jour les revendre dans 10 ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment on va pouvoir faire un gain sur ces objets-là ou bien ça fait partie Oui, absolument. Je veux dire, ceux qui ont acheté les sacs Kelly ou Birkin quand ils sont sortis, oui, ils peuvent déjà faire de gains. Après, ça dépend du modèle, ça dépend de la rareté du modèle, du cuir avec qui elle est produite. Mais si c'est aussi simple, tout le monde devrait le faire, non? Tout le monde devrait acheter un sac Kelly demain? Tout le monde n'a pas 20 000 euros ou 30 000 euros ou 40 000 pour acheter un sac rare. Oui, on peut investir, on pourrait s'endetter pour acheter un sac Kelly. Comme on investit dans une montre Rolex, comme on investit dans certains modèles de montres plus rares, etc. Oui, ça fait partie. C'est comme on investit dans une œuvre d'art. D'accord, Vous avez aujourd'hui, on pourra en parler après, si on parle de relations entre cultures, on pourra parler d'arketing. Voilà, qui est un concept qui est très intéressant, effectivement, qui concerne le monde du luxe. D'accord. Ouais. Alors, vous avez parlé de la K... alors, moi, je connais la K-pop, mais... Donc oui, mais c'est partie du même processus pop, en fait. C'est qui est intéressant aussi, parce que le monde du luxe, c'est un monde qui, de plus en plus, met en valeur l'identité des marques. Et quand on parle d'identité des marques, ce n'est pas juste un objet lui-même dans sa valeur, mais ce qu'il représente, le monde qu'il veut véhiculer. Et ça, pour les marques, c'est de plus en plus important. Le fait, et surtout par rapport à la génération Z, c'est un objet représente un univers, représente une expérience. Donc, ceux qui achètent du luxe aujourd'hui ne veulent plus simplement avoir un objet à mettre dans son armoire, mais veulent avoir une expérience à vivre, à présenter et un objet qui représente un univers. D'accord. Ça c'est aussi une évolution qu'il y a eu, qui n'était pas le cas il y a 20 ans ou 30 ans, quoi. D'accord. L'expérience du sac à main, il faudra m'expliquer. Alors, justement, tout à l'heure, vous parliez donc de cette culture coréenne qui vient en Europe. Mais moi, je pensais naïvement que l'Europe était encore extrêmement dominateur sur le luxe. Est-ce que c'est le cas? Si, ça l'est quand même. Ça l'est quand même. Et particulièrement, quand on parle d'Europe, on a deux pôles principaux, que c'est la France et l'Italie. D'accord. On peut dire que l'Italie, c'est un peu l'atelier du luxe, dans le sens que c'est là où le concept du Made in italien est très, très important, l'artisanat d'excellence, disons que tous qui sont les sous-traitants des grandes marques de luxe sont bien souvent en Italie, surtout concentrés dans certaines régions, la Lombardie, les Marques et la Toscane, on a les selliers, les bottiers, tout ce qu'ils font, les petits objets de métal qu'on met sur les sacs, sur les malles, etc.
c'est un monde très, très, très varié, parfois de toutes petites entreprises, d'entreprises avec 10 dépendants, etc., mais qui sont ultra spécialisées. Donc, c'est une supply chain C'est une supply chain, oui, qui est chez très... tout le monde peut se fournir. Exact. Et on peut dire que le 40% de la production de luxe arrive d'Italie, dans le sens que, mais au niveau mondial. D'accord. Par contre, 40% de ceux qui sont les grands groupes du luxe, qui emploient aussi ceux qui sont les artisans italiens, etc., est plutôt en France. D'accord. Dans le sens qu'on peut dire que l'Italie, c'est les mains du luxe, et on peut dire que la France, c'est les cerveaux et c'est surtout la caisse, dans le sens qu'on a des groupes, des mastodontes comme LVMH ou comme Kering, qui sont, je veux dire, qui dictent un peu la loi dans l'univers du luxe. Et donc, des ateliers en France, oui, comme on en trouve en Italie, il y en a beaucoup moins en France, c'est ça? Il y en a moins. Il y en a, mais il y en a moins. Ça s'explique comment, ça, historiquement? Oui, historiquement, disons que déjà, c'est le fait que beaucoup de marques iconiques italiennes ont été absorbées par des groupes français, tout simplement. Si vous pensez à Fendi, Bulgari, qui appartiennent désormais al groupe LVMH, ou alors Bottega Veneta, ou Gucci, qui appartiennent qui d'ailleurs plombe un peu Kering parce qu'elle ne va pas très bien en ce moment. D'accord. Voilà, donc c'est beaucoup de marques iconiques italiennes sont passées sous main française. Et donc ça explique aussi pourquoi les ateliers, à leur tour, sont passés de l'autre côté. Mais après, il y a en Europe, parce qu'on parle de France-Italie, c'est historiquement ceux qui sont les plus importants, mais il y a aussi d'autres marchés qui émergent. On a l'Espagne aujourd'hui, où on a des groupes comme Puig, qui sont très, très importantes dans le monde de la parfumerie, etc., qui ont augmenté de manière très, très forte leur chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, l'Espagne, qui se porte plutôt bien économiquement, même avec un gouvernement de gauche, avec Sanchez, mais qui a des bons résultats dans leur activité un peu tous azimuts. Et on a quand même un marché de luxe qui pèse 7 milliards. C'est pas rien. On a des pays de l'Est qui essayent de se mettre un peu sur la route, en fait, avec le développement des marques locales, avec un intérêt plus, notamment les acheteurs à l'Est, ils considèrent beaucoup cette histoire dont je parlais avant de l'objet de luxe un peu comme valeur refuge, etc. Donc oui, l'Europe reste un peu un phare parce que c'est de là qui naît l'artisanat d'excellence pour toutes les marques qu'on connaît. C'est de là qui naissent des marques iconiques qui ont encore leur poids, rien que dans l'imaginaire, dans beaucoup de pays, dans d'autres continents, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans l'Amérique du Sud, que ce soit en Asie. Donc oui, on peut encore dire que quand même le luxe européen est en tête de liste, est très présent. Il n'est pas concurrencé par des... Alors, juste parce que vous savez, on parle beaucoup de la Chine et toutes les industries chinoises, aussi bien de l'automobile, de la chimie ou d'autres choses. Est-ce que la Chine n'essaye pas non plus d'arriver, pas seulement avec une supply chain, mais également avec des marques sur le marché européen, par exemple, ou le marché mondial? Alors, c'est quelque chose que par rapport aux chiffres, on peut encore considérer un peu embryonnaire, mais que c'est tout à fait en route, dans le sens que, par exemple, si on prend le monde de la beauté, il y a déjà des marques. On a eu l'habitude pendant très longtemps de considérer la Chine comme un très fort atelier-usine mondial, mais souvent pour des produits bas de gamme, pour des contrefaçons, etc. Et on continue malheureusement à avoir cette perception parfois qui est très, très cliché et surtout fausse, dans le sens, et un peu avec cette vision qu'on a souvent europocentrique, et voilà, avec une vision du monde occidental qui est toujours le meilleur du monde. Attention, parce qu'en fait, on a un développement des technologies en Chine dans plusieurs activités. Tu l'as dit, sur les voitures, par exemple. Et le monde du luxe ne fait pas exception, dans le sens que, bien évidemment, une fois qu'on a transmis le know-how, une fois qu'ils ont les skills, ils ont les compétences pour faire ça, on n'est pas à l'abri qu'il y a déjà aujourd'hui un développement des marques chinoises haut de gamme, et pas qu'en Chine, aussi l'Inde. On oublie que, parce que c'est deux pays quand même où on a une classe moyenne haute qui devient de plus en plus riche. On a le Brésil aussi, on a une classe moyenne qui devient de plus en plus riche avec un creusement des inégalités, mais même s'il y a un petit segment de la population qui devient très très riche, comme ils sont très très nombreux, c'est un bassin des clients qui est hyper important. C'est important pour nos marques qui vont sur le terrain,
Donc, les grands groupes qui ouvrent des malls, que ce soit dans une ville comme Mumbai, ou qu'ils les ont ouverts dans une ville comme Shanghai, etc. On a toutes les marques occidentales présentes, mais on a aussi des marques locales qui vont dans ce sens-là, qui veulent se développer, etc. Après, on a encore quand même une ascendant des marques occidentales qui est très présent. Si vous prenez par exemple le fameux site Alibaba chinois, il a ouvert une section T-Mall, je crois qu'il s'appelle, T-Luxury Mall, où en fait c'est une section dédiée aux marques de luxe sur Alibaba. Alors, quand ça a été ouvert, cette section, toutes les marques occidentales se sont rouées dessus. Ah oui. Parce que dans l'espace de quelques jours, de quelques semaines, ils ont fait un chiffre d'affaires épouvantable. Parce que et c'était un moment où aussi les acheteurs chinois étaient encore roués là-dessus. Là, maintenant, les acheteurs chinois sont devenus beaucoup plus prudents. Donc, il y a un ralentissement de la demande et il y a une ascension de marques locales qui peut, à long terme, ça n'arrivera pas demain, mais à long terme, ça peut effectivement concurrencer les marques occidentales. D'accord. Surtout parce que si on prend l'exemple de la K-Beauty, effectivement, on a des marques qui ont des prix plus accessible et avec de performances tout à fait remarquables. Et donc, si ça se vérifie la même chose dans d'autres secteurs, ça peut être la mode, ça peut être d'autres secteurs, pourquoi pas. Dans un des articles que vous avez écrit pour Luxury Tribune, vous parlez du soft power pour les États qui utilisent donc le luxe comme soft power. Pouvez-vous expliquer ce que ça signifie? Oui, mais bien sûr, le luxe, c'est un soft power parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les marques, c'est une identité. C'est une identité et ça va bien au-delà d'une entreprise normale. Une marque de luxe se doit d'avoir une réputation, se doit de représenter quelque chose. Si on parle de la France, le fait que ça soit un concentré de marques de luxe, l'Italie pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux yeux du monde entier, on représente le savoir-vivre, on représente certaines raffinatesse, on dit raffinatesse en français? Raffinement, voilà. C'est beaucoup, oui. J'allais dire raffinerie, mais désolé, parfois j'ai des mots italiens qui reviennent. Et moi, c'est les Allemands qui viennent. Donc, il y a un certain raffinement de vie, il y a une savoir-faire, etc. Et ça a de la valeur. Quand vous prenez une nation comme la France, qui est objectivement en une période difficile, avec une instabilité politique qui date désormais de quelques temps, une désindustrialisation. La France est de moins en moins, il y a de moins en moins d'industrie. Oui. Donc, ces deux facteurs, ça pourrait représenter une faiblesse non négligeable. Et finalement, le fait que la France, aux yeux du monde entier, soit encore le pays du luxe, finalement, c'est un soft power. Quand vous ouvrez une flagship, un magasin flagship, c'est les magasins, disons, représentatifs d'une certaine marque. Vous ouvrez, je ne sais pas, une flagship de Chanel sur la 5e avenue. Ça, c'est déjà une œuvre diplomatique, parce que c'est pas, la diplomatie ne doit pas travailler dans ce cas-là, la diplomatie officielle, mais vous allez dans un pays et vous représentez la France, ses valeurs, son raffinement, son savoir-vivre, etc., grâce à l'ouverture d'un magasin. Et donc, indirectement, il y a une influence sur la société américaine qui va regarder nos pays avec peut-être plus d'intérêt. Peut-être que ça va générer aussi du tourisme. Oui, ça certainement. N'oublions pas d'ailleurs que une grande revenu ça va dans les deux sens, parce que le fait que le soft power, comme vous dites, facilite l'intérêt pour une nation et donc les voyages et donc le tourisme, un grand incoming, le grand revenu de la part de beaucoup de marques de luxe, c'est notamment des voyageurs de luxe, ceux qui viennent et qui achètent en détaxe. Donc on va parler des taxes justement. On sait que lors de son second mandat, Donald Trump a imposé 15% de taxes sur l'importation des produits européens vers les États-Unis. Ça a été ensuite annulé à la suite d'une décision de la Cour suprême, finalement réimposé autrement. Quel impact ça a pu avoir sur les produits de luxe européens? Oui, ça, comme sur tous les marchés, il y a surtout certains secteurs qui ont été impactés plus que d'autres. Après, vous l'avez bien
rappeler, en fait, ce qui impacte encore plus que tout, plus que le fait que les droits de douane ont été augmentés, c'est l'instabilité. Je vais revenir sur ça parce que finalement, le fait que on a un président américain qui un jour fait un discours délirant, je vais augmenter les taxes douanières à 40%, etc. Après, derrière, vous avez la Cour suprême qui dit « Ah non, hein, c'est peut-être on y va un peu trop loin là », et qui le recadre, etc. Ça génère de l'instabilité. Instabilité égale sidération de la consommation. Les gens deviennent plus prudents. Ça, c'est un effet indirect, mais très important. Peut-être plus important que l'effet direct même du fait d'avoir augmenté. Parce que là, pour le coup, sur l'augmentation, on revient à cette différenciation entre luxe et ultra-luxe. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les entreprises de luxe? Réajuster les prix, notamment. Donc, sur le segment de l'ultra-luxe, ça peut poser moins de problèmes. Parce que si je paye 500 € de plus, un sac qui en vaut déjà des milliers d'euros, peut-être ce n'est pas un gros problème. Sur d'autres prix un peu plus bas, ça peut poser problème. Donc, ça, c'est une première chose. Après, il faut considérer que les acteurs du luxe, c'est des acteurs internationaux. Et donc, ils ont aussi des stratégies. Vous l'avez bien vu avec Bernard Arnault. La première chose qu'il a dit, si les droits de douane vont jusqu'à ces pourcentages-là, finalement, je vais remettre en route, je vais booster mes unités de production au Texas. Comme ça, il n'y aura pas de droits de douane. En fait, la capacité aussi de ces mastodontes qui sont à un niveau international et qui peuvent influencer aussi les décisions des lois au niveau national et international, finalement, le fait de pouvoir jouer sur plusieurs plateaux et sur les unités de production qui parfois sont à l'étranger, ça joue aussi sur les résultats de leur chiffre d'affaires. Alors, j'ai deux questions. C'est très intéressant. Ça veut dire que vous suggérez indirectement que les conséquences de ces taxes à l'importation décidées par Donald Trump ont eu un effet bénéfique parce qu'il a réussi à augmenter l'investissement de ces entreprises de luxe aux États-Unis. C'est ma première question. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ou bien est-ce que c'est limité à LVMH? Et la seconde question, c'est, on va y répondre l'une après l'autre, mais est-ce que ces entreprises comme LVMH ou d'autres ont intégré la géopolitique dans leurs décisions stratégiques? Alors, là, pour répondre à la première question, vite fait, non, dans le sens où ce n'était pas bénéfique, c'était surtout quelque chose qui a été dit comme porte de sortie au cas où vraiment ces droits de douane auraient été très élevés. Finalement, j'ai des unités au Texas, je les mets en route. Finalement, ils ont sûrement été boostés. Après, combien ça a pu, influencer le chiffre d'affaires ou le marché américain, ça, je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, c'était pour vous dire surtout qu'il y a cette porte de sortie sur le fait de produire ailleurs. Il y a cette capacité-là. Mais ça concerne les groupes du luxe comme tous les multinationales. Je veux dire, quand l'Irlande a ouvert les portes aux GAFAM en disant finalement, chez nous, vous payerez moins d'impôts, tout le monde s'est rué là-bas. C'est une question d'échiquier commercial selon les avantages des uns et des autres. D'ailleurs, je suis un peu critique quand on va imputer, par exemple, à Bernard Arnault le fait de dire « oui, mais grâce au fait de l'optimisation fiscale, il va gagner par-ci, par-là ». Mais attendons un moment, Bernard Arnault, c'est un businessman. Il fait ce qu'ils font les businessmen. Il veut faire des bénéfices. Donc, il construit, par exemple, des fonds d'investissement comme L. Catterton, qui dépend de LVMH, où il optimise fiscalement ailleurs, mais parce que c'est légal, parce qu'il peut le faire. Donc, ça serait plutôt aux institutions politiques de dire il ne faut plus qu'ils existent les paradis fiscaux, il ne faut plus qu'ils existent certaines possibilités. Mais si je suis un entrepreneur, je veux dire, si je suis un boulanger, on me dit que si je fais une société, si je fais une entreprise individuelle plutôt qu'une société familiale, je peux payer plus ou moins d'impôts. J'irai vers ce qui me rapporte le plus. Et donc, donner la responsabilité à ces groupes de dire il a choisi ça et c'est pas moral et c'est pas éthique. Oui, mais finalement, le but d'une entreprise, c'est d'être rentable et de faire le plus de marge possible. Donc, c'est un peu un discours de donner la responsabilité toujours à l'autre qui est un peu dérangeant dans ces milieux-là.
Alors, la deuxième question... Oui, excuse-moi, je n'ai pas répondu peut-être à la deuxième question qui était plutôt... Alors, la deuxième question, c'est est-ce que les équipes dirigeantes ont intégré les risques géopolitiques dans leurs décisions stratégiques? Oui, pas forcément. Et d'ailleurs, parfois, c'est même l'État qui les implique dans tout ça. Parce que, par exemple, si vous me prenez en 2020, on a un ministre, c'était le ministre de la Défense à cette époque, Le Drian, qui avait demandé à LVMH de reporter le rachat de Tiffany, le joaillier américain. Donc, on a un État qui se mêle d'initiatives privées entre entreprises. Mais pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, justement, il y avait déjà des tensions sur les droits de douane, il y avait l'histoire des taxes sur les GAFAM, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a pensé l'Élysée? Il a dit, là, on a quand même notre géant du luxe qui va racheter une entreprise américaine, on demande de décaler, d'avoir de la prudence en ces moments. Donc, c'est la politique même qui rentre dans les activités des groupes de luxe. Et puis, bien évidemment, bien sûr qu'ils regardent ce qui se passe dans les différents États pour établir. Là, vous avez justement, j'ai parlé de L. Catterton, il vient d'investir 270 millions au Japon. Mais pourquoi au Japon? Pourquoi? Parce que dans d'autres marchés, on a ces risques géopolitiques dont on vient d'en parler. Le Japon, on a dit, c'est un marché qui est stable, c'est un marché où les yens est plutôt convenable pour nous, dans le sens qu'il est assez bas, donc on peut avoir plus de marchés du luxe. On a un peu une population qui est vieillissante, mais justement parce qu'elle est vieillissante, elle a plus de moyens. Et donc elle peut peut-être un peu plus dépenser que quand les populations sont trop jeunes. Et donc finalement, c'est un marché appétissant. Et donc, on va investir là-bas. Donc, oui, et regarde, là maintenant, on a les hubs de Dubaï et d'Abu Dhabi qui, à eux seuls, ils ont un marché énorme. Je veux dire, c'est des marchés qui sont en état de blocage en ces moments, qui sont très importants pour le monde du luxe. Rien que toute la parcelle du Moyen-Orient qui en ce moment, avec ce qui se passe en Iran, est bloquée. Et bien, immédiatement, quand je vous disais que le monde du luxe agit très rapidement, on voit qu'est-ce qu'on peut faire ailleurs, comment on peut ouvrir d'autres marchés, comment on peut investir ailleurs. Parce que là, en ce moment, c'est dangereux, c'est chaud. Je veux dire, quand on pense à Dubaï, c'est la plaque tournante, par exemple, de tout ce qui est marché de diamants, de tout ce qui est or aussi. C'est un marché qui est très, très important pour ces matières-là. Et en ce moment, on regarde ce qui se passe parce que donc le monde de luxe réagit immédiatement et regarde qu'est-ce qu'il peut faire ailleurs. D'accord, donc en fait, cette guerre en Iran et les implications au Moyen-Orient pourraient amener les entreprises du luxe à rechercher d'autres terrains. Mais ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait. Et surtout que là, ce qui se passe peut avoir des influences effectivement à long terme assez importantes. Si vous pensez dans les textiles, avec la fermeture de détroit d'Ormuz, je veux dire à long terme, on aura peut-être un problème d'approvisionnement, que ce soit de la soie, que ce soit du cachemire, que ce soit des produits haut de gamme, on aura des difficultés dans les supply chains, on aura une augmentation sûrement de prix des transports, etc. Donc, il faut effectivement qu'ils réagissent en avance sur ce côté-là. Alors, on va rester du côté justement de l'Est, dans la géographie. Et puis, on a parlé un petit peu de la Chine tout à l'heure. Pendant très longtemps, la Chine et les Chinois ont été une des premières sources, sinon la première, de la consommation du luxe. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Et sinon, pourquoi? Non, justement, c'est plus le cas tellement. Il y a eu depuis 2 ans maintenant, et même plus, un ralentissement remarquable. Il n'y a plus cet engouement pour les marques occidentales comme il y avait avant. Il n'y a plus de prudence. C'est lié à plusieurs facteurs. Un facteur, c'était, il y a eu en Chine, il y a, je crois, 2-3 ans, une grosse crise immobilière, tout simplement, qui a fait que les ménages se sont un peu calmés au niveau de consommation. Et ça concernait surtout la classe moyenne, etc. Donc, il n'y avait plus cette envie de l'achat superflu, etc. Ça a beaucoup ralenti. Alors, sur la Chine, il y a aussi
justement le fait que le marché local est devenu plus important. On en a déjà parlé. Alors, on sait que le Mercosur vient d'être signé, finalement, poussé par un certain nombre de pays, mais la France ne soutenait pas cet accord-là. Est-ce que c'est une source potentielle de nouveaux marchés, de nouveaux profits pour le luxe européen? Oui, et là aussi, parce que des pays comme le Brésil ou même l'Argentine font partie de ces sociétés où en fait vous avez des grandes inégalités, mais ce qui est un peu cynique à dire, vous avez justement le segment haut de la société qui devient de plus en plus riche. Et donc ça crée un bassin de consommation assez important. Si vous pensez au Brésil, en fait, vous avez affaire avec une société qui était dans le passé une société esclavagiste. Et ce qui est un peu dur à dire, mais c'est la vérité, c'est une société où l'inégalité, finalement, ne pose pas beaucoup de problèmes moraux à ceux qui sont dans le haut de l'échelle. Parce que cette inégalité, ça a toujours existé. Une sorte de et caste, donc, il y a une quoi. sorte d'assuéfaction au fait qu'il y a des très pauvres et des très riches. D'accord. Et c'est beaucoup moins choquant que ce que pourrait apparaître aux yeux d'un Européen, par exemple. D'accord. Et ce bassin de consommation très très haut est très 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 actif. Il y a eu ces dernières années une création dans des villes comme Sao Paulo, comme Rio, Brasilia, etc., Belo Horizonte, Recife, etc., la création de grands malls. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le monde de luxe, c'est de voir les habitudes de consommation qu'ils ont chacun. Et surtout, dans ces dernières années, où le fait que le luxe doit être une expérience et ne pas simplement un achat est devenu fondamental. Et alors, voilà que se sont développés ces malls où vous avez des personal shoppers qui vous aident à faire vos achats. En général, les gens dans une ville comme São Paulo, les très très riches se déplacent en hélicoptère et ça c'est aussi la normalité pour aller faire des achats. Vous avez donc un développement d'un marché qui est très intéressant pour les marques de luxe dû à cette augmentation de cette 1% de la population. Il ne faut pas beaucoup sur une population qui compte plus de 200 millions d'habitants, mais que finalement, même si c'est une toute petite partie qui devient très riche, aura une potentiel d'achat qui est ultra important. Donc, sûrement, le fait que le Mercosur se mette en place, ça peut être très très bon pour les marques de luxe européennes parce que voilà, il y aura plus de liberté, moins de réglementation, ils pourront pénétrer les marchés de manière un peu plus, un peu plus précise, donc aller même là où ils n'existaient pas avant. Et ça, c'est sûrement un avantage très important. Il n'y a pas un risque aussi de voir des industries, que vous citiez la Lombardie par exemple, mais des industries locales partir justement dans un des pays du Mercosur pour produire moins cher? Alors, là, il y a un problème de savoir-faire, dans le sens que si vous payez très très cher un objet, bien sûr, il y a toute une histoire de marketing derrière, mais ce n'est pas pour rien non plus. Dans le sens que le savoir-faire traditionnel, transmettre un savoir-faire, c'est aussi des années de travail et ce n'est pas du jour au lendemain que vous les faites. D'ailleurs, en Italie, il y a un label que c'est le label de Eccellenza Artigiana. Une fois que vous donnez ces labels à des entreprises, ça veut dire que c'est des entreprises qui ont un savoir-faire ancestral depuis des générations, qui s'est transmis de famille en famille et qui aujourd'hui donc fait que on a de l'excellence sur ce savoir-faire-là. Quand il y a, je ne sais pas, Louis Vuitton plutôt que Bottega Veneta, plutôt qu'une autre marque qui donne dans un atelier à faire des sacs dans un atelier, s'il y a une marge infinitésimale d'erreurs dans la production, l'objet est jeté. Or, ce savoir-faire-là, ça ne se transmet pas de jour à l'autre, comme ça, dans un autre continent. Je vais vous donner un autre exemple. Dans le sud de l'Italie, il y a un atelier qui est très intéressant qui s'appelle l'atelier delle Costantine. C'est des brodeuses. Et en fait, c'est Maria Grazia Chiuri, ex-styliste de Dior, qui avait, porté cet atelier de brodeuse à l'honneur médiatique parce qu'il s'agissait de femmes qui venaient de familles pauvres, du milieu populaire, mais qui avaient hérité de leur grand-mère cette technique de brodage qui est
qui est vraiment très particulière et qu'il faut vraiment un savoir-faire très, très poussé pour pouvoir les réaliser. Et qu'aujourd'hui, ils ont créé cette coopérative qui s'appelle les Costantines et produisent de sacs, des objets, des tissus pour Dior notamment. Et finalement, donc ça a été valorisé, ce savoir-faire. C'est un savoir-faire ancestral qui a été valorisé comme ça. C'est pas qu'une question de coût de production. C'est pas que des coûts de production et je pense pas que ce savoir-faire-là, on puisse l'exporter, le transmettre comme ça d'une génération à l'autre, juste dans l'espace de quelques années. Ça me semble assez improbable. Et puis, il y a aussi encore le poids du Made in Italy, du Made in France, qui a encore sa valeur. Je veux dire, le Made in Italy, ça veut dire pourquoi c'est important. Il y a même, Giorgia Meloni a créé un ministère du Made in Italy depuis qu'elle est là. C'est pas pour rien, c'est parce que ça représente aussi une garantie de qualité. Si vous perdez ça, si vous... Made in Brazil ou Made in Italy, c'est pas la même chose, on va dire à ce niveau-là. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de supply chain et je trouve ça bien sûr très intéressant. Vous écrivez dans un de vos articles, vous parlez des diamants. Ah oui. Et là, typiquement, pour le diamant, on sait qu'il n'y en a pas partout. C'est plutôt concentré, par exemple, en Afrique. Est-ce qu'il y a également une géopolitique de la matière première pour s'assurer de l'approvisionnement, de la qualité d'extraction ou peut-être de la livraison ensuite? Comment ça se passe? Oui, beaucoup de choses à dire sur les diamants. Alors aujourd'hui, vous avez... Alors, en effet, le marché du diamant, la valeur, c'est un peu en difficulté aujourd'hui parce qu'il y a une concurrence, mais qui est simplement sur la matière première. Aujourd'hui, on a une grande concurrence de la part des diamants synthétiques. Ce qu'on appelle les diamants de laboratoire. Exactement. Les diamants de laboratoire prennent de plus en plus on va dire, de parts de marché. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins chers, tout simplement. Ils sont aussi beaux? Ils peuvent être de grande qualité. Après, je ne suis pas une experte de diamants, mais ils peuvent être de grande qualité. Bien évidemment, avec les technologies qui avancent, ils sont de plus en plus beaux. Et parfois, c'est vraiment compliqué de distinguer l'un de l'autre. Vous me demandez, ils sont plus beaux. Parfois, j'en sais rien, dans le sens que parfois, vous voyez un bijou où des diamants sont montés et vous me dites, ça, c'est ça, c'est un diamant industriel de laboratoire et ça, c'est un diamant qui vient de telle mine au Botswana. J'ai peut-être un peu du mal à connaître, surtout si je ne suis pas un technicien dans ce milieu. Donc il y a une différence de prix. Et aussi, ce qui est important, c'est que là aussi, dans le monde du luxe, c'est très important le discours du storytelling et du marketing. Et on peut très bien faire un storytelling aussi sur le diamant de laboratoire, créer un storytelling sur ce genre de produit plutôt que sur le diamant naturel. Et donc, le storytelling peut donner de la valeur. C'est aussi de la valeur. Il y a beaucoup d'entreprises qui font de storytelling sur des objets et du coup, un bon storytelling peut vous augmenter la valeur d'un objet. Et tout ça pour dire. Et voilà, donc déjà, c'est un premier élément de faiblesse sur le marché du diamant. C'est ça la concurrence de diamants de laboratoire. Et puis, il y a tous les enjeux de la géopolitique qui pèsent et notamment le fait que les États africains sont plus les États africains qui étaient il y a 30-40 ans. Il y a une volonté aussi de se réapproprier partiellement de la propriété des mines, le fait de pouvoir les exploiter. On a donné comme des billets un peu de loterie les royalties à tout le monde, notamment à des géants de l'industrie minière comme De Beers, par exemple, qui détient des énormes parties du marché des diamants en Afrique. Aujourd'hui, des États comme les Botswana, par exemple, veulent un peu revenir à dire c'est nous qui voulons gérer une partie des mines. Donc là aussi, ça peut créer des tensions et des instabilités. Et puis, il y a des géants miniers, comme par exemple Alrosa. Personne ne la connaît. De Beers est très, très connu. Mais Alrosa, c'est beaucoup plus discret. Et pourtant, c'est la plus grande industrie de production de diamants. C'est russe. D'accord. Voilà, c'est russe. Ça a même une participation de l'État, du Kremlin, à l'intérieur du capital de cette société. Cette société est surtout présente dans des mines en Sibérie, mais elle a aussi énormément de mines en Afrique.
Okay. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'avec les sanctions, c'est curieux ça, sur les sanctions qu'il y a eu vers... les paquets en sanctions contre la Russie, les 20 paquets. Ils s'en sont un peu sortis parce qu'effectivement, si vous produisez des diamants mais qui viennent de mines africaines, c'est pas pareil que si c'est des produits qui viennent directement de Russie. Donc, il peut jouer avec les sanctions. Et puis, donc, de nouveau, une intégration de la géopolitique dans leur stratégie commerciale. Et surtout que beaucoup de diamants russes qui sortaient de mines de Russie étaient après envoyés en Inde. Rappelons que l'Inde s'était abstenue de la condamnation des sanctions contre la Russie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup de laboratoires qui travaillent les diamants sont en Inde, et une fois qu'ils arrivent en Inde, c'est du made in India, c'est plus ça n'arrive plus de Russie, donc au revoir les sanctions. D'accord. Et finalement, cet intérêt à recueillir, à continuer à collaborer avec les entreprises russes avait porté l'Inde à dire, effectivement, on ne va pas trop les pénaliser et on ne va pas trop voter pour les sanctions. Voilà, donc il y a tous ces éléments à tenir en compte sur les marchés du diamant, et je pense que peu des matières premières comme les diamants sont aussi impliquées avec la géopolitique mondiale. D'ailleurs, il y a une charte qui est la Kimberley, la charte de Kimberley, pour éviter justement que les marques de luxe implique ce qu'on appelle, de la production, implique ce qu'on appelle les blood diamonds, donc les diamants ensanglantés qui viennent de commerce de pierres précieuses pour financer des guerres locales, des groupes paramilitaires, etc., ce qui était plutôt ordinaire comme démarche dans les années passées, quand il n'y avait pas tous les contrôles qu'aujourd'hui on demande, et à l'éthique qu'aujourd'hui on demande aux marques de luxe. Alors justement, ce mot éthique, c'était la question d'après. Est-ce que les consommateurs ont une démarche plus éthique aujourd'hui qu'elles ne l'avaient autrefois et vont peut-être vouloir préférer, si on parle du diamant de laboratoire par rapport à du Bloody Diamond, dont même si elles ont signé la charte de Kimberley, on ne connaîtra vraiment jamais la façon dont ces diamants ont été extraits, par exemple. Oui, bien sûr, vous avez raison à parler de ça, parce que même lorsqu'il y a une éthique, même lorsqu'il y a des contrôles, et aujourd'hui le public est très exigeant, et surtout la fameuse génération Z dont je vous parlais, et ils sont très actifs là-dessus, et surtout sur des exigences que ce soit environnementales. Quand on parle par exemple de marques de beauté, j'ai parlé avec Mathilde Thomas, qui est la fondatrice de Caudalie, par exemple, qui me disait, nous on a des vraies exigences de la part du public. Donc, du coup, nos emballages, on les fait en produits recyclables en grande partie. On a signé un accord pour que 1% de notre chiffre d'affaires aille dans des initiatives écologiques. Et ça, c'est une initiative à eux, mais c'est parce que aussi le public a une exigence de cette forme d'éthique. Donc, ça vaut pour les pierres précieuses, ça vaut aussi... vous savez, récemment, on a beaucoup de marques de mode, par exemple, qui ont renoncé. Chanel, c'en est une. Mulberry, Victoria Beckham et d'autres ont décidé, par exemple, de renoncer au cuir exotique. Qu'est-ce que c'est le cuir exotique ? Les cuirs exotiques, c'est des cuirs de crocodile, d'autruche, de lézard, de python. Parce que parfois, ça implique des pratiques qui sont un peu cruelles. Quand vous allez dans une ferme de pythons au Vietnam et vous voyez comment ils sont écorchés, les pythons, parfois, c'est pas joli à voir. Alors que le cuir normal vient de bœufs ou de porcs qui sont écorchés plus gentiment. Plus gentiment, mais si vous voulez, la génération Z, là, on fait énormément de développement dans la recherche sur d'autres formes de cuir aussi, de cuir synthétique, cuir qui vient du mycélium, donc des champignons. Et il y a énormément, chaque année, par exemple, Louis Vuitton décerne des prix pour des jeunes créatifs qui ont des idées très innovantes. Et récemment, par exemple, on a mis en valeur pas mal de jeunes créateurs qui travaillent avec le mycélium. C'est déjà depuis quelques années. C'est Stella McCartney qui avait été une des premières à travailler avec ce matière. J'allais dire LVMH, on connaît aussi beaucoup leur malle, leurs sacs à main qui sont tout en cuir. On imagine difficilement que ces sacs à main puissent devenir demain... LVMH produit encore avec du cuir exotique, mais en signant des chartes pour que justement des garanties de bien-être animal soient présentes. Et là aussi, du coup, ils font de manière de développer leur supply chain, donc d'avoir vraiment le contrôle direct, par exemple, sur les fermes
que différents groupes comme Kering ou comme LVMH ont dans le nord de l'Australie. C'est là où ils sont élevés des crocodiles de mer, dont certains types sont particulièrement recherchés pour leur peau, parce que sur la peau de crocodile, ce qui est très important, c'est le dessin. Il faut que ça soit très régulier, que ça soit beau, que ça soit, voilà, qu'il ne porte pas des imperfections, etc. C'est très difficile à travailler, un peau de crocodile ou de lézard. Et donc, la régularité, c'est une des questions. Et donc, les grandes marques qui encore utilisent de ce cuir, parce que ça reste quand même un cuir très prestigieux, très beau à voir dans les objets. Donc, en général, ils ont signé des chartes d'éthique pour que le bien-être animal soit respecté. En revanche, il y a d'autres marques comme Chanel, qui en 2018 a dit non au cuir exotique, on arrête. Et c'était beaucoup sur la pression d'un public plus jeune, d'une clientèle plus jeune, qui sont arrivés à ça aussi. Alors, une décision aussi catégorique, là, me semble cohérente. Je me demande, en fait, dans quelle mesure respecter des chartes éthiques pour finalement que l'alligator se retrouve sur un sac à main et pas finalement complètement hypocrite et ne représente pas une certaine... animal washing, je ne sais pas si l'expression existe, mais vous connaissez le greenwashing. Là, les entreprises utilisent ça pour montrer qu'elles sont éthiques, alors que finalement, elles font comme tout le monde. À la fin, elles tuent l'animal. Oui, mais après ça concerne le commerce entier, dans le sens que quand vous dites, il y a beaucoup de produits qui sont d'origine animale, des tests qui sont faits sur les animaux pour des produits chimiques, même si ce n'est pas le monde de luxe, on peut se poser la même question. Effectivement, là, c'est une question, quand on utilise le cuir exotique, effectivement, si on signe des chartes et on la respecte, c'est déjà quelque chose. Après, il ne faut pas, parce que parfois, ce n'est pas que les animaux le problème, parfois c'est les êtres humains. Le problème de la contrôle de la supply chain, parfois c'est un peu crucial, et ça peut, aujourd'hui, c'est un grand enjeu pour les marques de luxe qui notamment doivent garder une certaine réputation. Par exemple, récemment, il y a eu des scandales sur le LVMH, sur les marques Loro Piana et aussi Dior par rapport à la sous-traitance. Parce que justement, il y a des sous-traitants qui étaient en Italie, dont il y a des enquêtes en cours qui ont été menées par le fait que les sous-traitants, les conditions des travailleurs n'étaient pas super, étaient surexploités, qui étaient mal payés, qui avaient des conditions de travail mauvaises. Sauf que, mais là, ce n'est pas un problème de LVMH, c'est un problème de contrôle de la chaîne de production. Donc, la chaîne n'était pas allée jusqu'à vérifier ce qui s'est passé dans ces ateliers. Il y avait eu des failles à l'intérieur de la chaîne. Ce n'était pas la volonté de LVMH de maltraiter ces travailleurs, mais il y avait des bugs dans le monitoring de cette supply chain, ce qui a généré effectivement des problématiques avec ces marques-là, comme Loro Piana ou comme Dior, qui se sont retrouvés avec cette patate chaude dans les mains, à dire qu'est-ce qu'on fait. Effectivement, il y avait eu peut-être des failles dans les contrôles, mais aujourd'hui, c'est de moins en moins risqué. Justement, ils veulent avoir une traçabilité beaucoup plus importante des produits, et ça concerne tout le monde. Ça concerne la maroquinerie, ça concerne les vêtements, ça concerne les marques de beauté, etc. Par exemple, vous me prenez une marque comme Clarins, qui reste encore une des rares marques familiales dans le monde de la beauté et haut de gamme. Ils sont très, très, rigoureux dans le fait qu'ils utilisent même des techniques de la blockchain pour pouvoir faire de façon que quand vous allez dans leur site, vous pouvez détecter tout ce qui est à l'intérieur d'un produit de beauté, toutes les plantes qui sont utilisées, l'origine des plantes, là où ils ont été ramassés, etc. Je veux dire, on va très très loin dans le fait que le consommateur puisse vraiment savoir d'où ils viennent les produits et quelle est leur origine. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ne vont pas rigoler avec ça. C'est-à-dire les accidents qu'il y a eu avec Loro Piana, ça reste et ça restera de plus en plus des exceptions parce que le public est de plus en plus exigeant. C'est des accidents de parcours qui, à mon avis, deviendront de plus en plus rares parce que l'exigence de la nouvelle clientèle
ne rigole pas avec cette exigence d'éthique, de valeurs un peu plus appliquées au monde du luxe. D'accord. Alors, j'ai la chance de vous avoir parce que vous êtes binational. En tout cas, vous parlez, vous habitez en France depuis très longtemps. On va parler un petit peu de la France et l'Italie. Je voulais savoir, quand on revient au soft power, est-ce que ces deux pays utilisent leur soft power du luxe de façon différente? Alors, déjà, la France, c'est le pays des grands groupes, comme je disais, donc notamment LVMH et Kering, c'est les deux géants. L'Italie, un peu moins, c'était réalité. Là, c'est en train de se former un peu, parce que par exemple, les groupes Prada, qui a déjà la marque Miu Miu, et là, elle a fusionné avec, elle a racheté Versace. Versace qui était une grande icône de la mode dans les années 80-90. Après, avec la mort de Gianni Versace, c'est devenu un peu moins, source de glamour et c'est un peu, rentré en une phase un peu plus difficile. Et maintenant, Prada, qui veut redresser et relancer la marque, c'est en train de devenir un groupe très, très puissant aussi. Donc, disons qu'avant, c'était plus fragmenté par marque. Mais maintenant, on a Armani aussi. Armani Group, même avec la mort du créateur, mais maintenant, elle a une diversification qui est très importante, qui est en train de se développer dans le monde de l'hôtellerie, par exemple. Oui, il y a des marques d'hôtels Armani qui sont en train qui ont eu leur flagship à Milan, mais maintenant, ils sont en train de se développer un peu partout. Et du coup, c'est utilisé, vous dites, c'est utilisé de manière différente. Le fait qu'avant, c'était des marques un peu plus individuelles en Italie, et le fait que de l'autre côté, il y a des grands groupes, oui, effectivement, le soft power est différent, parce que Armani n'est jamais allé conseiller le chef d'État pour savoir quelle politique financière prendre. Bernard Arnault, peut-être oui. Avec Donald Trump, vous voulez dire, par exemple. Ou même Macron, dans le sens qu'il y a beaucoup plus de proximité entre un patron comme Bernard Arnault avec son poids oui, bien sûr, que le petit atelier de Lombardie. Le petit atelier, ou que même une marque prestigieuse comme Armani a beaucoup moins de poids là-dessus. Je veux dire, quand... pas la même puissance financière. Même puissance financière. Je veux dire, LVMH avec 200 000 employés, si vous allez trop élever les taxes, il va vous dire, je vais délocaliser et je vais laisser 200 000 personnes à la maison. Ça fait quand même un levier d'influence très, très importante. Ça l'est aussi pour Bruxelles. Je veux dire, n'oublions pas qu'il y avait Bernard Arnault à l'investiture de Donald Trump et il n'y avait pas, et avec ces deux GAFAM. Donc ça pose quand même, il n'y avait pas Armani, il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas Donatella Versace, il n'y avait pas Miuccia Prada non plus. Donc le poids des groupes français, il est encore très prépondérant, et même dans le fait d'influencer la politique de différents États et même de Bruxelles. Il y a un pouvoir de lobbying qui est plus important. Alors, je voudrais vous montrer, parce qu'on va rester un peu entre la France et l'Italie, je voudrais vous montrer une vidéo de Giorgia Meloni, et vous allez me dire un peu ce que vous en pensez, parce qu'on connaît les relations un peu complexes entre les deux chefs d'État, et vous allez me dire un peu ce que vous en pensez alors. C'è sicuramente un motore tedesco-italiano in questo momento, cioè c'è sicuramente una convergenza col cancelliere Merz su questi temi, su molti temi, stiamo rafforzando la nostra cooperazione bilaterale, ma non è qualcosa che si fa, diciamo, contro qualcun altro, escludendo qualcun altro. La Francia partecipa. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'elle dit, Giorgia Meloni? Alors qu'elle veut absolument développer un axe, elle se plante. Elle se plante, pourquoi? Oui, parce qu'elle commence en disant c'est important de développer un axe franco, et après elle dit ah non, italo-allemand. Voilà. Donc c'est un acte manqué, oui. C'est un acte manqué, mais parce que parce qu'on avait beaucoup parlé d'axes italo-français, justement, avec des intérêts communs. Aujourd'hui, les rapports avec Giorgia Meloni et Emmanuel Macron ne sont pas idylliques.
franchement, c'est le cas de le dire, hein, j'ai l'impression que les deux ne s'aiment pas trop, dans le sens qu'elle fait une erreur. Elle fait une erreur, elle fait un lapsus assez révélateur, hein, parce qu'elle dit ça serait bien de pousser un axe franco-italien, mais finalement non, elle dit italo-allemand. Voilà. Oui. Mais parce qu'on avait l'habitude quand même aux relations très étroites France-Italie. Là, j'ai l'impression que Giorgia Meloni et Emmanuel Macron ne s'aiment pas trop. Ils ont des visions très différentes. Il y a une sorte de rivalité. Il y a un peu aussi de hargne, on a l'impression, de la part d'Emmanuel Macron, parce que finalement, Giorgia Meloni, qu'on décrivait comme la fasciste qui aurait plombé l'Italie, finalement, son bilan n'est pas si mauvais que ça. C'est clair, il y a eu l'aide de l'Europe, et une aide très conséquente. De combien de plus de 200 milliards d'euros. Hein. Oui, en effet, c'était très conséquent, mais quand même, elle a donné une garantie, elle a donné une stabilité politique à l'Italie qu'on ne connaissait pas depuis un bon moment. Et qu'on jalouse un petit peu en France. Et qu'on jalouse un petit peu. Elle a réussi finalement, elle est beaucoup plus, aussi pour des raisons pratiques et opportunistes, mais elle est quand même beaucoup plus européiste qu'on le pensait. Elle est très proche de Ursula von der Leyen, elle a une bonne image à l'étranger, et elle a réussi à faire de ponts diplomatiques avec Donald Trump pendant un bon moment. Maintenant, elle est un peu empêtrée dans cette relation avec Donald Trump, parce que finalement, depuis le début de la crise au Moyen-Orient, même l'opinion publique demande un peu de compte sur la position de l'Italie. Et la position de l'Italie, elle danse un peu sur deux pieds, donc c'est pas évident. Mais en même temps, Giorgia Meloni a fait, elle n'est pas finie dans l'échec que peut-être Emmanuel Macron espérait. Et s'en sortent plus tôt. Du coup, la friction entre les deux est assez importante. D'accord. Et il y a eu même parfois des épisodes isolés. Après, les rapports entre France et Italie restent bons. Mais il y a quand même eu quelques rappels à l'ambassadrice italienne, notamment pour des sorties de Matteo Salvini, qui est un personnage quand même haut en couleur. Notamment quand il y a eu le discours d'Emmanuel Macron sur la possibilité de troupes au sol en Ukraine, et que Matteo Salvini a dit vas-y toi, mets-toi le casque et le fusil, et vas-y toi combattre. Ça n'a été pas très apprécié, disons, au niveau diplomatique. Voilà, donc il y a ces petites frictions par-ci par-là, cette petite hargne par-ci par-là, et c'est vrai que récemment Giorgia Meloni s'est beaucoup rapprochée du leader de Friedrich Merz. Exactement, de Merz en Allemagne, parce qu'il y a une vision peut-être plus compatible et des intérêts communs. Pourtant, les deux nations sont industrielles, donc elles auraient plutôt tendance à être concurrence. Oui, mais justement, les deux sont industriels, et donc ils ont tous les deux l'intérêt à des ouvertures des marchés. Par exemple, elles étaient plutôt alignées sur le Mercosur. D'accord. Donc sur l'opportunité d'ouvrir cet traité de libre-échange. Il n'y avait pas d'opposition du côté italien pour le Mercosur? Il y en avait, bien sûr, mais alors l'opposition italienne, et notamment parce qu'en Italie, vous savez, on est très protecteur sur tout ce qui est agroalimentaire, hein, parce que comme les Français, je veux dire, on a l'intention de protéger la qualité, mais on a c'est beaucoup plus l'Italie portait un art de la compromission par rapport aux agriculteurs français, par exemple, qui ont été beaucoup plus du compromis, pardon, pas de la compromission, du compromis par rapport, par exemple, à une lobby agroalimentaire française qui a été beaucoup plus rigide sur les Mercosur, a demandé beaucoup plus de garanties par rapport aux Italiens, par exemple. D'accord. Les Italiens, voilà, finalement, Giorgia Meloni est plutôt pour Mercosur, notamment pour tout ce qui est industrie, automobile, etc. Et du coup, elle trouve, disons, un Merz, un partenaire qui peut l'écouter. Merz peut être écouté et avoir un dialogue assez constructif et alternatif à la France par rapport au sein de l'Europe. Et ça serait pas mal pour elle de créer cet axe, parce qu'il y a toujours eu un axe franco-allemand qui a déterminé les politiques européennes depuis la nuit des temps. Et finalement, peut-être, pourquoi pas, le temps que ça change, l'Europe du Sud, que ce soit l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, ont toujours été considérés comme les mauvais élèves. Aujourd'hui, on a quand même une Espagne qui se porte très bien, économiquement, qui est plutôt dans une phase positive. Avec le gouvernement de Sanchez, on a une Italie qui, malgré tous les défauts qu'on peut énumérer, mais qui est plutôt stable. Et finalement, donc, pourquoi pas lui donner sa chance en Europe d'avoir un peu plus de pouvoir aussi décisionnel, etc.
Donc, si je résume, on a des différends dans les personnalités des deux dirigeants, Macron et Meloni. Oui. On a des convergences industrielles entre les deux pays, l'Allemagne et l'Italie. Donc, il y a peut-être un temps dont on verra s'il durera pour une relance européenne à travers ce nouveau couple italo-allemand. Pourquoi pas? C'est disons, l'espoir qui nourrit en ce moment l'Italie, dans le sens d'avoir un rôle un peu plus important au sein de l'Europe. D'accord. Et c'est pour ça que ça pose problème aujourd'hui, cette crise au Moyen-Orient, parce que finalement, ça met dans une position de fragilité Giorgia Meloni face à l'opposition et face à l'Europe aussi, parce que finalement, le fait qu'elle ne prend pas réellement, elle ne donne pas une opinion tranchée sur les actions de Donald Trump au Moyen-Orient, ça peut effectivement créer un flou qui n'est pas bénéfique. D'accord, je comprends. Et quand on revient au luxe, on a parlé beaucoup, bien sûr, de l'Italie et la France comme étant les deux industries qui donc sont très innovantes et très puissantes, même financièrement et au niveau des exportations. Qu'en est-il de l'Allemagne? Est-ce qu'il y a une industrie du luxe en Allemagne? Alors, il y a une industrie du luxe, surtout pour les voitures, effectivement. On oublie un peu, voilà. Comme je disais, le monde du luxe est très varié. Donc, on pourrait parler aussi de l'hôtellerie, on pourrait parler de plein de branches d'activité. Mais effectivement, pour l'Allemagne, la référence, c'est un peu les voitures. Donc, Porsche, Mercedes-Benz. Marché des voitures qu'aujourd'hui, c'est un peu en crise pour ces marques-là, alors qu'on a deux autres marques. Par exemple, Ferrari se porte très bien. D'accord. Les derniers chiffres d'affaires sont très bien et surtout, les carnets de commandes sont remplis. Et là, pour le coup, pareil, ça se crée une différence, ce que je disais tout à l'heure, de luxe et ultra-luxe, c'est-à-dire certaines... On n'est pas dans la même gamme. On n'a pas dans la même gamme. Ce qui rend commune, je veux dire, les problématiques, c'est le virage à l'électrique, dans le sens que, à cause des difficultés d'approvisionnement, etc., ces genres d'entreprises comme Porsche, etc., sont dans une phase un peu lorsqu'une entreprise n'arrive pas à voir à long terme et avoir une vision claire à long terme, c'est toujours compliqué. Et c'est le cas un peu pour Porsche et Mercedes-Benz, beaucoup moins pour cette niche d'ultra-luxe. Ça peut être les modèles Ferrari et par contre, ils alimentent un marché qui est très restreint, mais avec un très haut potentiel et un trop haut pouvoir d'achat et qui donc continue à prospérer. D'accord. Alors, je voudrais passer à une autre rubrique. Je vais vous demander comment vous noteriez les pays suivants pour leur puissance dans le luxe et leur influence culturelle associée. D'accord. D'accord. Mais ce qui est assez particulier, c'est que je vais vous demander de noter ces pays-là en utilisant la notation allemande. Parce que moi, je suis allemand. Alors, justement, en Allemagne, le 1, c'est la meilleure note. Ah, d'accord. OK. Le 6, c'est la moins bonne. OK. Et le 4, c'est la moyenne. On passe juste avec un 4. OK, d'accord. D'accord, donc 1 meilleur, 6 moins bon et 4, on a juste la moyenne. Donc, comment noteriez-vous les pays suivants pour leur puissance dans le luxe et leur influence culturelle associée? La France. 1. L'Italie. 1 aussi. Et ce serait les seuls deux que je classifie en 1. Oui. D'accord. Oui. Les États-Unis. Je dirais 4. D'accord. La Chine. Je dirais 4 aussi, pour d'autres raisons. Parce que aux États-Unis, sont encore présentes des marques de luxe comme Ralph Lauren, par exemple, qui sont encore très puissantes. Et la Chine a un énorme potentiel en devenir. Donc, c'est pas sur les mêmes... Donc, elle passe juste. Pas les mêmes profils. Ouais. D'accord. Le Royaume-Uni. Intéressant aussi, parce qu'il y a pas mal de marques qui sont importantes aussi. Burberry, des marques émergentes comme Victoria Beckham qui sont en train de faire un bassin de clientèle assez importante, etc. Je peux pas les mettre au même niveau que la France et l'Italie, je mettrais 4. D'accord, vous êtes dur. Ouais, je peux mettre, parce que voilà, là je me suis basée en 4-6, mais je peux mettre 2. D'accord. Ouais. D'accord. 2 ou 3. C'est une bonne note. Alors, 2 ou 3 3, parce que c'est pas... Alors, il y a des variations possibles dans la notation allemande. Vous pouvez mettre des plus 5. ou des moins. Ah non. Vous pouvez mettre 2 plus ou 3 moins. D'accord. 3 moins. Les Émirats Arabes Unis. Alors,
là, c'est surtout important au niveau d'acheteurs, hein, etc. Parce que les hubs mais ils ont une influence, par exemple. Alors, oui. Ok, je pensais au Louvre, mais le Louvre, c'est peut-être pas du luxe. Enfin, Non, mais en fait, c'est des pays comme l'Arabie Saoudite, c'est des pays que, puisqu'on a déjà prévu une crise du secteur pétrolier, ils cherchent de diversifier leur power et soft power. Oui. Et un des moyens, c'est les moyens culturels. Ce n'est pas un hasard que l'Arabie Saoudite magiquement a découvert d'avoir des sites archéologiques d'exception ces dernières années. Elle a invité les journalistes du monde entier à aller les visiter. Alors qu'avant, ils s'en fichaient complètement. Oui. Effectivement, et c'est pour ça aussi qu'on ouvre des filiales de musées européennes iconiques dans ces villes-là. C'est aussi pour effectivement augmenter les soft power. C'est plus une stratégie, disons, de marketing d'État qu'effectivement le fait d'être protagoniste du monde du luxe. Donc je donnerais aux Émirats Arabes Unis, je donnerais un 3, je ne sais pas, pour ces raisons-là. Très bien. Ouais. On passe Moi, à je une ne suis autre... pas un bon professeur, hein, donc je donne un peu hasard. Hein. Ouais. J'aurais J'aime aimé... le luxe, mais pas la mathématique. Oui, mais vous n'avez mis aucun 6, j'aurais aimé être votre élève. On passe à la rubrique suivante, ce qui s'appelle le oui, non, jein. Alors, en allemand, vous connaissez oui, c'est ja, nein, c'est non. Et le jein, c'est un ni oui, ni non. C'est le ja, nein. Okay. D'accord? Et donc, vous allez essayer de répondre avec des oui, non ou jein pour les 10 questions suivantes. Le luxe est aujourd'hui un instrument de puissance pour les États. Tout à fait, oui. L'Europe doit protéger son industrie de luxe. Tout à fait, oui, et de plus en plus d'ailleurs, parce que comme il y a d'autres États qui développent ce style, qui aspirent à ce style de vie, qui développent leur marque, etc., l'hégémonie de l'Europe est peut-être un danger. Donc, la Chine restera le moteur principal du luxe mondial. Yin. Très bien. Les tensions géopolitiques vont transformer profondément ce secteur. Profondément. Alors, il y a un ralentissement, c'est sûr, parce que ça reste de biens superflus. Après, comme je vous ai dit, certaines branches comme l'ultraluxe sont peu impactées finalement et c'est les seules marques qui restent avec une stabilité, donc il y a une. Le luxe peut être compatible avec la transition écologique. Là, on va sur le greenwashing peut-être, hein, dans le sens qu'ils disent que oui. Et d'ailleurs, chaque groupe de luxe développe sa fondation qui est dédiée justement à la transition écologique, etc. Après, ça reste de la production industrielle. Donc, est-ce que dans un monde en éternelle croissance, on peut parler vraiment d'une transition écologique sans hypocrisie? Je ne suis pas sûre. Donc, il y a une... Le luxe restera un symbole de prestige au XXIe siècle. Ben là, justement, on est en train de vivre une grande révolution de la part des jeunes de la génération Z. Je m'adresse à la technicienne qui me semble appartenir à cette génération. Parce que, justement, les exigences dans le monde de la consommation sont variées, ne se figent plus sur la marque, ne se figent plus sur l'objet en lui-même, se figent beaucoup plus sur l'expérience. Donc, par exemple, il y a une explosion des agences de luxe de voyage qui proposent des expériences. Alors là, oui, on a un développement de ce secteur-là parce qu'ils vous proposent, par exemple, de dormir dans les déserts du Sahara, dans un camping de luxe éphémère qui sera démonté le jour d'après. Alors, ce genre d'expérience-là, il y a un développement parce que ça fait partie de l'expérience. D'accord. Est-ce que demain, les jeunes de la génération Z voudront encore acheter des sacs super chers, investir, se priver d'expérience justement pour avoir un vêtement de marque dans leur garde-robe? Ça, j'en suis pas sûre. D'accord. Yann. Donc, Yann. L'Europe devrait coopérer davantage pour défendre son industrie du luxe. Oui, non, Yann. Coopérer davantage. Ça serait bien, vous voyez, par exemple en Italie, quand c'est né le mouvement Slow Food, qui a protégé, disons, tout ce qui était production d'exception agroalimentaire, ça a fonctionné, c'est devenu une sorte de UNESCO de la nourriture et ça a marché.
Donc, je pense que l'Europe bénéficierait sûrement d'une coopération. Est-ce qu'elle arrivera à le faire? Je n'ai pas la boule de cristal, je ne sais pas, Donc oui. Mais c'est souhaitable, oui. Le marché du luxe continuera de croître dans les prochaines décennies? Alors, oui, il continuera de croître à des rythmes différents et peut-être moins soutenus qu'avant, mais quand même, on prévoit encore une croissance du rythme de luxe. Les prévisions pour 2030, c'est quand même de la croissance. Donc, oui, il continuera de croître. Dernière question, le luxe restera l'un des secteurs où l'Europe domine le monde? Mais c'est ça la grande question. Parce qu'après, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit des acheteurs ou des producteurs. Voilà. Parce qu'il est bien possible que les acheteurs, il y a un jeu de mobilité des bassins de clientèle. Donc, c'est fort possible que le grand bassin d'acheteurs se déplace dans l'Amérique du Sud, dans l'Inde, etc. Les producteurs, je vois encore pendant un bon moment que ce soit encore l'Europe à le faire. Mais les bassins des clientèles étrangères, c'est très important. Si vous voyez, par exemple, quand c'est vérifié, ce que c'est vérifié avec la Russie, avec l'entrée en guerre avec l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine. Et finalement, l'impact pour le monde du luxe, c'était pas tellement la fermeture des boutiques en Russie. C'était surtout le fait que les acheteurs russes qui voyagent dans le monde n'aient plus eu accès au monde parce qu'ils ont les visas bloqués, parce que les cartes de crédit ont été bloquées, etc. Et donc, ça a privé le luxe d'un bassin de clientèle qui était fondamental. Donc, ça veut dire qu'est-ce que vous entendez, si c'est les acheteurs ou si c'est les producteurs. D'accord. Les producteurs resteront pendant encore un bon moment. L'Europe, ça sera encore une référence absolue, oui. Et en revanche, les bassins d'acheteurs, ceux qui auront les moyens pour acheter, ça peut varier selon, assez facilement. Dernière question bonus. Si vous deviez décerner un prix de diplomatie par l'élégance, à quel dirigeant, première dame ou premier conjoint, irait-il aujourd'hui? Alors, je dis que Brigitte Macron est très haut dans la référence. Oui, tout à fait. Elle est carrément abonnée un peu à Louis Vuitton, hein, mais c'est un valeur sûre. Et effectivement, ça représente, elle a aussi une élégance naturelle, je dirais, parce que le luxe n'existe pas sans une classe naturelle. D'accord. Et je dirais que comme première dame de France, c'est tout à fait dans une représentation idéale. D'accord. Voilà, de ce qui est le luxe et la classe à la française. Donc je dirais oui. Je dirais que Melania Trump aussi, c'est une très belle femme et elle porte très bien ses robes. Donc, mais voilà, peut-être en étant en ayant une beauté très criante, hein, parce qu'elle est très très belle. Peut-être que les vêtements et l'objet de luxe passent en second plan. Ah, d'accord. Il y a ça aussi. Mais je dirais Brigitte Macron. Je resterai sur Brigitte Macron. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Eva Morletto, d'avoir accepté cette longue entrevue. Je voudrais également remercier l'EDEC et le campus de Paris qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup, Phil. Merci. À bientôt.